vois là, j'aime beaucoup cette pluie parce qu'on embrasse un petit peu tout. Là-bas, ce qu'on voit, c'est Perpignan, là, tout au fond, c'est la plaine. Nous, on appelle ça le pays des fourmis. Parce que la nuit, tu sais, ça brille de petites... et les enfants, ils disent, oh, on dirait le pays, il y a des tas de fourmis qui s'agitent, et ainsi de suite. Et c'est très marrant parce que là-bas, c'est allumé, et puis il y a une énorme poche de noir, parce qu'il n'y a personne dans la montagne, tu vois. Ah ouais. Et donc, on est à la fois en connexion avec ça, puis on se sent loin de tout, quoi. Ah, t'es trop bien ici. Axel, tu as une idée de l'heure, s'il te plaît? 1h40. Ah, c'est bon. René Pierre n'est pas encore arrivé? Non, il va arriver à 14h30. Ok, ça roule. Ah, t'es là où, Marina, aussi? Ouais, je vais demander. Des cocos! Tiens, regarde. Avec plaisir. Comme ça. Je l'ai amené, on est allé jusqu'à la liaison, ça marche. Le problème, c'est que maintenant que tu as voix, on sera pas de là, il y a 300 kg par heure. 300 kg par heure? Ouais, on est on en mettait combien dans les piscines lors des stages? Je vais vous chercher les cuillères. Merci Thierry. Regarde, tu vois, ça c'est tous les plants qui vont être mis cet hiver. Ça par exemple, on en a beaucoup d'autres. Ça c'est du néflier du Japon. J'en ai 50 à peu près de néflier du Japon. Toujours à partir de semis de noyaux. Hein. Tu dois pas connaître toi ça la nef du Japon, j'imagine. J'ai jamais goûté. Ah, les gens du Nord. Ça fait comme un abricot, un gros abricot. Et c'est hyper juteux. Moi c'est un de mes fruits préférés. Et là pour ça résiste très bien au froid. Enfin, c'est un très bon fruit. Ça par exemple, ça c'est une vigne qui n'est pas du tout greffée, c'est les vignes américaines comme on dit. Hein. Celle-là c'est majeur. C'en est une, ouais. Ouais, ça c'en est une. Je te bien. fais goûter, j'ai un peu de raisin qu'elle donne, que j'ai pris en bas dans la plaine où j'ai mon petit principal, je te ferai goûter, tu vois, c'est comme ça, juste fabuleux. Et ici on est obligé de tout clôturer parce qu'alors on a c'est pas un gros problème, mais on a une grosse rivalité avec les sangliers. Les sangliers la nuit ils sont là, ils sont sous la terrasse et tout, quand on parle de milieu sauvage, je te dire que les sangliers et chevreuils, et même un matin je dormais avec les petits, je dormais sur la terrasse, et au petit matin, il devait être 4 h du matin, et j'entends, mais tu sais, comme des espèces de bruit très bizarres, on avait l'impression, je me suis dit, il y a une conférence, il y a une foule là, je savais pas ce qu'il y avait, j'ai un gros projecteur, je sors le projecteur, il y avait sérieusement, il y avait peut-être une trentaine de chevreuils qui étaient en dessous là, et tous en train, ils étaient là, ils étaient peinards, ils faisaient leur vie, c'était vraiment surprenant, c'était génial. Ah ça aussi, regarde ça, celui-là je l'attends, ça c'est un abricotier qui vient du Ladakh. C'est une personne qui a fait un stage avec moi, qui revenait d'une balade au Ladakh, donc c'est à côté du Népal hein, de mémoire, et qui a trouvé cet abricotier je crois à 3000 ou 4000 mètres d'altitude, qui donne des abricots absolument fabuleux. Et là tu vois, regarde cet été, regarde la croissance qu'on a eue cet été. Plap, blam. Ça, la dernière pluie. Un peu d'eau, du soleil, et boum. Ça m'a fait une croissance de... Allez quoi, t'as presque 10 cm de croissance quoi. C'est hallucinant. Hein. Magnifique hein. Il est beau le potager. Ouais, beau. C'est un peu le why, hein, mais par contre, tu vois, rien que les tomates là-bas, tu vois, là, ce matin, les copains, ils sont passés, ils ont sorti 15 ou 20 kilos de tomates. Ouais. Il y a de quoi manger. On fait beaucoup de sélection par le stress. C'est-à-dire que les plantes, on les arrose quasiment pas. Et on récolte les graines. Ça fait 2-3 ans déjà qu'on fait ça. Et on a des plantes qui sont de plus en plus adaptées à nos conditions. Et c'est impressionnant de voir la force. Je veux dire, là, en pleine canicule, cette année, il a fait jusqu'à 40 degrés quand même ici, tu vois, ça cartonnait. Et tu avais des tomates qui poussaient, qui n'avaient pas reçu d'eau depuis des semaines et des semaines, et qui poussaient quand même. Et c'était impressionnant. Alors pendant la journée, bien sûr, les feuilles flageolaient, mais quand tu revenais au petit matin, les feuilles elles étaient propres, elles allaient bien et tout. Et là tu disais, ouais, on a construit des plantes bien robustes, donc ça c'est vraiment chouette quoi. Ça là aussi, c'en est une vigne américaine. Donc, très bien. Là, tu vois, regarde les melons, ils sont prêts. Là ils sont prêts, le plant est en train de sécher. Bon, on récoltera ce soir, mais là pareil, c'est semi-spontané les melons. Là on a un figuier, il est vraiment intéressant parce que c'est un figuier très tardif. Donc c'est assez sympa. Il va nous donner des figues, mais certainement fin octobre. Alors qu'ici les figues ça commence mi-août. Donc en jouant avec les variétés de figuiers, tu vois, tu arrives à avoir une production de mi-août à fin octobre, début novembre. Donc c'est assez sympa. Celui-là il m'intéressait beaucoup parce que j'avais toujours remarqué que... Ah oui, ils sont vertes encore, c'est cool. Elles sont très très tardives celles-là. Alors si tu as une très mauvaise saison, tu les perds. Par contre si tu as une belle saison, comme c'est quasiment toujours le cas, tu as des figues très très tard. Ça c'est chouette quoi. Ça va être le futur bureau dans lequel on va tous travailler.
Et je suis assez content parce qu'on a fait un système là, que je voulais mettre en place depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a fait un toit, et par-dessus ce toit, en décalé, on a mis un bardage en métal. Ce qui fait qu'entre les deux, il y a une circulation d'air qui sert de refroidissement l'été, parce que les tôles, elles chauffent, donc comme ça fait une convection d'air, et hop, ça sort en haut, et donc ça refroidit le toit en permanence. Ça, c'est un truc, je pense que cet été, ça va bien donner. Notre source, elle est à peu près à mi-hauteur, là, sur cette montagne. Et ce qui m'intéressait vraiment ici, c'est que le terrain, il comprend aussi l'amont. Hein, bon, c'est ce qu'on appelle de la montagne à chèvre, hein. Tu fais rien là-dedans. Hein, tu vois, on est en train d'essayer d'ouvrir un petit chemin quand même, pour monter tout en haut, parce qu'en haut, il y a un dolmen qui date de, je crois, 800 ans avant Jésus-Christ. Pour te dire qu'il y a quand même un peuplement ici. Tu vois, la montagne, c'est pas un endroit désert. En fait, c'est l'époque moderne qui a rendu les montagnes désertes, parce que sinon, c'était habité. Et d'ailleurs, tu sais, il y a des fois, parce que les vieux du coin m'ont raconté que ici, on appelle ça le ravin Sainte-Agnès, cette zone. Et les vieux m'ont raconté que avant, ici, dans le ravin Sainte-Agnès, il y avait 150 personnes qui vivaient. Et des fois, quand je me promène sur le terrain et que je vois des anciens chemins, je vois comme un peu entre guillemets, des fantômes. Tu vois, j'imagine ce que pouvait être la vie avec 150 personnes qui passent, qui montent, des enfants, ça grouille de vie et ainsi de suite. Tu vois, c'est extraordinaire. Et donc là, bon, donc je disais, il y a un dolmen, et là, la source, elle est à mi-hauteur. Et là, l'intérêt pour nous, c'est que comme tout le haut du terrain est à nous aussi, ça veut dire que j'ai aucun risque de pollution sur la source. Et ça, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animaux qui vont venir faire pipi, caca, qui peuvent tomber dans la source ou quoi que ce soit. C'est sécurisé au possible. Et en plus, l'eau, elle descend par gravité, donc j'ai pas besoin de pompe, j'ai besoin de rien du tout. Elle arrive, j'ai de la pression au robinet, ça c'est... Je peux arroser avec et tout, c'est top. On a les cuves qui sont placés là-haut, qui stockent l'eau, et puis quand on a besoin, on tire quoi. Et ça, c'est quoi ici? Alors ça, c'est un bassin de rétention. On va dire que j'ai été un peu traumatisé par l'incendie qu'on a subi. Parce que pour te donner une idée, quand on s'est rendu compte que le bâtiment était en flammes, le bâtiment, il y avait des flammes à peu près de 25-30 mètres de haut. Le bâtiment il était foutu dès qu'on l'a vu. Et il a fallu à peu près 3/4 d'heure, 1 heure pour que les pompiers arrivent. Et pendant cette heure-là, on était avec un copain. Et on a passé 1 heure avec des seaux d'eau à arrêter tous les départs de feu qu'il y avait autour. Mais franchement, ça a été à 2 doigts que la forêt elle démarre avec, quoi. Et là, je me suis dit, ok, plus jamais. Moi, je veux une retenue d'eau. Là, on a 400 mètres cubes potentiel. Et je voudrais avoir une motopompe, tu vois, avec un gros tuyau sur des vidoirs. Comme ça, s'il y a à nouveau un incendie, que j'ai de quoi balancer pour calmer. Parce que le bâtiment, il était foutu. C'était vu déjà, c'était réglé. Par contre, la forêt autour, il y avait du vent tourbillonnant. On a failli tout perdre. Et là, si on mettait le feu à la montagne, c'est assez sec en ce moment. Ça aurait été catastrophique. C'était tous les villages qu'il fallait abandonner. Enfin, voilà, c'était... Donc ça, je me suis dit, bon voilà, je voudrais quand même avoir une réserve. Donc ouais, c'est un beau bassin. Il faut qu'on refasse les enduits à l'intérieur. Ben, j'ai une amie qui est passée là, qui s'appelle Anne Rivière. Si un jour tu vas rencontrer quelqu'un qui est spécialiste de l'eau, Anne Rivière, c'est le top absolu en termes de captation de l'eau, ressources en eau. Et elle m'a donné le contact de quelqu'un qui pourrait m'aider à faire les enduits à la chaux à l'intérieur de ce bassin. Et là, pour l'instant, ça sert de piste de voiture pour les enfants. Tu vois, ils montent sur les côtés comme ça et puis ils prennent de l'angle. Tu sais, ils se rendent compte qu'avec la force centrifuge, donc c'est assez rigolo. Et donc ils font des tours. Donc, et eux, ils veulent pas que je le remplisse d'eau parce qu'ils trouvent que c'est une super terrain de jeu. Tu m'étonnes. Mais bon, voilà, il y a le pragmatisme. Il va falloir quand même en faire quelque chose, quoi. Voilà, et là, c'est ma maison. Qu'on a refait là très récemment. Qui à la base était une grange agricole mais qui a été complètement réhabilitée et finalement ça marche très très bien. Puis là on l'a blindé, on a grosse baie vitrée donc le soleil rentre super bien. On a tout fait en terre à l'intérieur. Donc finalement avec bon, pas mal de travail mais par contre peu de moyens financiers, on a fait un truc, moi c'est la maison de mes rêves. Là-bas, le village que tu vois en bas, ça s'appelle Serré. Et derrière, c'est marrant d'ailleurs parce que tu vois un pont, tu vois une espèce de pont dans la montagne, là, tu vois avec une route qui monte en oblique. Ouais. Et tous les gens qui partent en Espagne le connaissent, ça c'est le pont du Pertus. Où ils peuvent se retrouver bloqués en été par les embouteillages. Tu sais, des fois, nous, à la jumelle, même, on voit les embouteillages. Ah ouais. Et ça fait vraiment un décalage fou. Parce que tu te dis, là-bas, ils sont dans la galère pas possible. Et nous, on est dans le silence absolu, dans la quiétude et tout. Mais ouais, ça, c'est le passage. Le Pertus, c'est le passage vers l'Espagne, vers Figueras et vers Gijona. Tu vois, voilà, toute la Catalogne. Et entre ce village qui est serré, là, qu'on voit en bas, et nous, il n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'on parle de choix de vie aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est ouais, tu veux sortir pour aller au resto, c'est 40 minutes. Donc globalement tu restes plutôt ici avec les copains quoi. Parce que c'est 40 minutes aller, 40 minutes retour, tu te dis bon finalement on va rester ici quoi. Mais c'est pour ça aussi que je veux ramener de l'activité culturelle, de l'activité un peu économique quoi dans la montagne pour dire mais on est bien, on n'a pas de raison de descendre quoi, tu vois, pour aller chercher ce qu'on peut avoir ici quoi. Ça me paraît fondamental.
Et toutes les régions montagneuses en France, d'ailleurs, sont sinistrées, à part quand il y a des activités du type ski ou des choses comme ça, mais la plupart sont sinistrées. Il n'y a plus personne qui veut y vivre et c'est de la folie, parce que c'est des endroits où il y a une richesse et une facilité de vie qui est incroyable. C'est Antoine, le copain de Marie-Charles. Ça, c'est la Mercedes du gourou. Bon, c'est le camion Mercedes qui a pris des sales coups quand même. Hein. Mais bon, voilà. Le gourou roule en Mercedes. Voilà la preuve. Quand on a fait le chantier à la maison, là, tous les jours, mais 20 fois par jour peut-être, on faisait simplement cette petite montée. Mais je peux te dire, quand tu fais cette petite montée avec les enfants dans les bras, avec le marteau-piqueur dans les bras et tout ce que tu veux, les cannes, elles se font d'elles-mêmes. D'ailleurs, j'ai vraiment vu, hein, les premières fois, on finissait en haut quand on portait du matériel, tu vois, on finissait avec les jambes qui brûlent et tout. Ah ouais. À la fin, on montait, on descendait, quoi qu'il y ait le corps, ça va. Bon pour le cardio là. Ah ouais, carrément. Oh non, la voix du René Pierre. Je suis allé voir le gars. Le mec il me répond pas. Tu l'as encore de... Ah ouais, Non, je prends le jeune. Bien, merci. Pour te donner une idée, là, donc en bas tu vois un toit vert, là c'est là où on est en train de construire le bureau où va travailler l'équipe. En dessous il y a un petit bureau avec le toit carré, là végétalisé, ça c'est mon bureau à moi que j'ai retapé. On voit la grange là qui a brûlé, puis moi j'ai ma maison qui est sur la gauche de ça. Et puis là on a un gîte aussi, une hébergerie qui nous sert de gîte. Et puis voilà, et on a une quinzaine d'hectares de terrain tout autour. Je voulais du relief parce que je trouve ça intéressant. Tu sais, on se développe par rapport à notre environnement. C'est-à-dire que si tu vis dans un environnement plat, ben, tu développes des capacités physiques en rapport avec cet environnement plat. Ici, je peux te dire, on a rien qu'entre le bureau d'en bas et la bergerie, il y a 70 mètres de dénivelé à peu près. Bon, quand tu fais l'aller-retour une dizaine de fois par jour, je peux te dire que les jambes elles vont avec, quoi. Tu penses pas aller à la salle de sport après, quoi. Et c'est marrant parce que c'est super intéressant aussi avec les enfants, par exemple, tu vois. Parce que ici, il n'y a rien de stable. Ça glisse de partout, c'est que des pentes, c'est que des dévers, des cailloux et ainsi de suite. Et quand tu vois mes gamins qui se sont développés là-dedans, eux, c'est leur normalité. Ce qui fait que quand ils se retrouvent avec d'autres enfants, les enfants sont handicapés. Et souvent, je dis aux parents pour les rassurer, non, c'est normal. Votre enfant n'a jamais été confronté à un environnement comme celui-ci. Donc, il n'a pas développé des capacités. Et on développe nos capacités. Donc oui, moi ici, la montagne, ça me plaisait. En plus, en Catalogne, le terrain dans la plaine, il est à un prix délirant. Donc on pouvait pas accéder au foncier dans la plaine. Alors qu'ici, il n'y a plus personne. Personne ne veut de ces terrains-là. On a pu les avoir pour des misères. Les gens partent. Moi, je suis dans un village. Il y avait 600 habitants il y a à peu près 50 ans. Et maintenant, il y en a 32, quoi. Donc c'est vraiment en perte de vitesse complète. Je voulais avoir de l'eau et une source, et ça c'était important pour moi, donc ça faisait partie de toutes les choses qui étaient des critères, quoi, importants pour arriver à s'installer par ici. Et eau potable, eau potable, ouais, eau potable. Bah tu sais, l'eau potable, en fait c'est l'eau qui sort de la montagne. Hein. Ouais. Elle est potable. Alors, nous on a fait un filtre avec on a mis des galets et puis de l'argile pour la filtrer, et puis elle part directement aux maisons, hein, donc on s'embête pas plus que ça. On l'a testé une fois, elle était nickel. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des animaux, tu vois, y a pas, la source elle est sécurisée, donc il n'y a pas d'animaux qui peuvent venir et tomber et mourir dedans et tout, donc l'eau elle est bien. Et ça par contre c'est marrant, c'était un critère de mon grand là, qui a 10 ans, lui il me disait si on choisit une maison, je veux une maison où on peut boire l'eau au robinet. Et c'est marrant, il bloquait avec ça et ça va. Ouais. J'ai trouvé ça vachement poétique, de dire ouais moi je veux une maison, je veux pouvoir boire l'eau au robinet. Et d'ailleurs il manque pas une occasion de venir sous le robinet, de boire directement dessous. Lui c'est sa grande joie, ouais, boire l'eau au robinet. Et je me suis dit tiens bon, on va faire en sorte de boire l'eau au robinet. T'es catalan toi à la base? Ah ouais, carrément. Casas Novas. Indépendantiste aussi? Ah, indépendantiste. tu veux qu'on rentre dans de la politique? Non, on va éviter du coup. Ouais, toute ma famille est de Mallorca, des Baléares. En vérité, mon nom de famille c'est Casas Novas de Canbeis. Donc c'était une famille un peu noble des Baléares qui sont partis au début du siècle pour certains, d'autres qui sont partis, les derniers qui sont partis, je pense qu'ils sont partis lors de ce qu'on appelait la retirade, c'est-à-dire en 1936 quand
les fascistes, hein, donc les franquistes, hein, sont montés et ont poussé tous les républicains dehors, les républicains qui étaient tous plus ou moins des anarchistes, et donc les républicains, les anarchistes, se sont retrouvés en France, d'ailleurs où ils ont été parqués dans des camps là, le long de la côte. Il y a un camp à Argelès, il y a un camp... Et donc à partir de ce moment-là, la famille s'est un peu éclatée. Mais moi oui, je suis né ici à Perpignan, dans la plaine, donc directement, et c'est un pays que je connais, que j'aime, et ouais, j'avais pas vraiment envie d'en partir, quoi. Je suis bien ici, il y a la mer, il y a la montagne, il y a des amis, il y a le soleil, il y a le beau temps, et ainsi de suite. Il y a l'Espagne. Il y a l'Espagne juste à côté, j'aime beaucoup la culture espagnole, j'aime beaucoup la culture catalane. Enfin, disons, c'est mon pays, quoi, donc je suis ici, je suis bien, quoi. Et là, en plus, je suis directement sur le Canigou. Et le Canigou, pour te donner une idée, c'est un peu, quand tu es de la plaine, tu te rends compte, on appelle ça le Fujiyama catalan, quoi, tu vois, c'est un peu la montagne qui surgit. Et même pour les Catalans du sud, de Barcelone, le Canigou, c'est une montagne un peu sacrée, mythique, quoi. Ouais. Donc là, moi, je suis sur les flancs du Canigou. On a nos maisons qui sont construites sur le rocher même du Canigou, c'est bien. Classe internationale. Ah, ça m'importe, ça m'importe. Pour moi, ça, c'est le luxe, tu vois. Ouais. Ça, c'est le luxe. Ouais. Le luxe, c'est pas d'avoir des grosses bagnoles, c'est d'être là où je veux vivre, quoi, tranquillement. Bon, tu veux partir pour une petite balade? Allez, vas-y. Carrément. On va monter un petit peu là tranquillement. On va passer devant la source là d'ailleurs. Une chose aussi qui m'importait, tu vois, qui pour moi, là aussi, enfin, quand on parle de luxe, hein, moi le luxe, c'est de pouvoir partir randonner en partant de chez moi sans prendre la voiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, je pars me promener, j'ai pas besoin de prendre une voiture pour le faire. Je pars faire du vélo, je prends pas de voiture. Là hier, par exemple, avec un copain, on a fait 4 heures de VTT dans la montagne. On est parti d'ici, on est revenu ici et on n'a pas croisé une route bitumée, quoi. Et là, par exemple, la piste qu'on prend, cette piste-là, elle peut nous monter dans la montagne, on peut monter quasiment jusqu'à 2000 mètres d'altitude sans croiser une route. Et ça, c'était important. C'était important pour moi. Après, ça demande, c'est toujours pareil, à vivre dans des endroits comme ça, c'est aussi beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de... Tu sais, souvent les gens me disent, ouais, non, mais alors t'as de la chance de vivre dans un truc comme ça. Je dis, attends, mais aussi, je veux dire, c'est pas de tout repos non plus. Voilà, t'es loin de tout. Les premiers commerces sont à 35-40 minutes. Hein, c'est un choix. C'est un choix, mais qui nous a permis aussi de vivre la vie qu'on voulait vivre avec mon épouse, pour les enfants, avec les copains et ainsi de suite. La volonté de vivre en cohérence avec ce en quoi je crois. Ce en quoi je crois, ça a beaucoup évolué. Mais disons que ma passion, c'est quand même, on pourrait dire d'une certaine manière, l'autonomie. L'autonomie sur le plan de la santé, mais l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire, l'autonomie... Disons que je trouve qu'il y a une vraie jubilation à répondre par soi-même à nos besoins fondamentaux. C'est un truc, c'est incroyable. Tu sais, c'est un peu comme la joie qu'il y a à faire un potager. Je me suis jamais expliqué ça, sinon la joie de produire par soi-même sa nourriture. Et je pense que là, on reconnecte avec un besoin fondamental de l'individu. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous besoin, peu ou prou, de fabriquer par nous-mêmes, de faire par nous-mêmes ce qui tient dans nos besoins fondamentaux. Et le modèle de développement dans lequel on est, au contraire, nous pousse à l'hétéronomie, c'est-à-dire à déléguer à d'autres le fait de faire nos vêtements, notre nourriture, notre habitat et ainsi de suite. Et je pense qu'on en est les premières victimes. C'est-à-dire ceux qui produisent pour nous en sont les victimes parce que souvent on leur impose des conditions de travail. Enfin, notre système est basé sur une forme d'esclavagisme, c'est évident, quoi. Si tu n'avais pas des esclaves chinois qui travaillaient pour toi, on n'aurait pas du tout le niveau de développement qu'on a actuellement. Ou des esclaves chinois, ou je te parle même l'agriculteur du coin qui est payé une misère alors qu'il passe son temps dans les champs, c'est un esclave pour nous, hein, d'une certaine manière. Le prix qui est payé aux agriculteurs pour la nourriture est anormal. On parlait encore hier avec un ami, il y a un suicide d'agriculteurs par jour actuellement en France, c'est bien parce que les conditions de vie sont anormales. Et donc, il y a ces personnes-là qui en sont victimes, mais nous aussi on en est victimes. C'est-à-dire que pour moi, chaque fois que je peux arriver à répondre par moi-même à mes besoins ou à ceux de ma famille, il y a une joie. Et je voulais avoir un cadre, un environnement dans lequel je puisse vivre ça, le vivre réellement. Et c'est vrai que dans la plaine, par exemple, du Roussillon, comme dans toutes les zones un peu urbanisées, il y a une pression, il y a des contraintes, des normes. T'es pas ton roi dans ton royaume, quoi, tu vois. Et moi, je voulais être mon roi dans mon royaume. Voilà. T'émanciper de tout ça. Ah ouais, je voulais être peinard. Je voulais pas qu'on vienne m'embêter chaque fois que je déplace une clôture, chaque fois que... Je voulais être tranquille. Et m'amuser avec les copains. Je veux bouger du terrain, je veux faire des trous, je veux creuser une mare et des choses comme ça. J'ai pas d'autorisation à demander, je le fais parce que de toute façon, il n'y a personne ici, ça gêne personne et on se débrouille. Il y a un copain qui veut rester pendant quelques jours, il peut poser sa caravane, il n'y a personne qui va me demander si j'ai l'autorisation de poser la caravane. De toute façon, il n'y a personne. Donc on est tranquille. Et ça, pour moi, c'était fondamental. Vraiment. Tous les animaux fonctionnent comme ça quand tu regardes. Oui, tout à fait. Il n'y a que l'homme qui s'est inventé des contraintes hallucinantes dont on souffre tous. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on en souffre tous, mais on croit que c'est inéluctable, donc on le garde comme ça. J'ai vu ta première vidéo. Tu ressemblais pas du tout à ça. Ouais. Pourquoi?
J'étais en moins bonne forme. Tiens, regarde, ça c'est un des réservoirs de la source qu'on vient de nettoyer. C'est un vieux réservoir en ciment. Il a l'air pouilleux comme ça, mais tu regarderais à l'intérieur, on a refait les enduits en chaud là récemment. Et c'est une des façons de stocker l'eau la plus saine qui soit, ce réservoir. Il y a une circulation d'eau en permanence. On a mis un petit système pour faire de l'agitation. L'eau elle est brassée en permanence. C'est une eau fraîche, elle est délicieuse. Délicieuse. Et tu verras, la source elle est juste au-dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, quand j'ai fait ma première vidéo, je sortais juste d'une, ce qu'on appellera une très longue maladie, entre guillemets, qui m'avait laissé quasiment mourant. C'était quoi? Pardon, c'était quoi? Personne ne sait en fait. C'était une multiplicité de facteurs. À l'époque, ce qui avait été posé comme diagnostic, tu vois, comme non médical, c'était tuberculose, immunodéficience, pancréatite et hépatite. Je digérais plus rien, je me vidais littéralement, j'avais perdu tout mon poids, je toussais, je crachais du sang et je chopais entre guillemets tous les virus et les bactéries qui passaient dans le coin. Il y avait une bactérie, elle était pour moi. Un virus, il était pour moi. Donc il n'y avait plus rien qui fonctionnait au niveau du système immunitaire, j'étais extrêmement affaibli, j'avais perdu énormément de poids, j'avais plus ma mobilité, j'avais perdu énormément de muscles, j'étais handicapé, hein, je me déplaçais avec un fauteuil roulant, des choses comme ça, donc j'étais... Ah oui. Ouais, non, t'as pu identifier pourquoi? Quels ont été les facteurs? Je pense, maintenant avec du recul, je pense qu'il y a une multiplicité de facteurs. Disons que parce que ça c'était, je suis tombé très très bas, j'avais 33 ans. Je pense que ce qui a présidé à ça, c'était un ensemble de surentraînement sportif. Je pense que vraiment j'ai trop tiré sur la machine entre 20 et 30 ans. Je faisais beaucoup de courses et je m'entraînais énormément. Courses longue distance, ultra trail, ultra marathon. Et ça je pense que j'ai vraiment tapé trop dans la réserve. Couplé avec une alimentation qui était n'importe quoi à l'époque, vraiment je mangeais n'importe quoi. Couplé avec pas mal d'isolement social quand même, parce que j'avais renoncé, j'étais entre guillemets destiné à devenir ingénieur, chose comme ça, j'ai balancé tout. Après j'ai fait l'IUFM pour être prof, j'ai démissionné très rapidement. Donc dans notre société, en tout cas à l'époque, maintenant ça va un peu mieux avec internet, on crée des liens plus facilement avec les gens. Mais à l'époque, si tu ne travaillais pas, tu vois, c'était difficile d'avoir des relations. Parce que les relations, la plupart du temps, c'est avec le travail que tu les bâtis. Donc j'étais relativement seul. Donc ça, je pense que le manque de liens, c'est aussi un facteur de détérioration de la santé qui est énorme. Je pense vraiment que ça fait partie des nourritures essentielles de l'être humain. Surentraînement sportif, nourriture dégueulasse, pas assez de repos. Et tout ça mis bout à bout, tu vois. Chaque facteur ne paraît pas essentiel, mais mis bout à bout tous ensemble, ça a fait que mon état de santé s'est détérioré. Puis je pense que, alors sans être trop agressif, je pense que la médecine m'a aidé un petit peu aussi, puisque je dois avoir 27 ou 28 ans, j'ai attrapé entre guillemets une infection avec une salmonelle pendant que j'étais en voyage au Maghreb, et ça a été soigné par une antibiothérapie, mais un truc de mammouth, quoi. Tu vois, vraiment, les mecs là, ils se sont fait plaisir, quoi. On lui met la dose, quoi. Et ça m'a complètement détraqué, mais à un point inouï. D'ailleurs, je me souviens, à partir de là, j'ai plongé en dépression, je pleurais tous les jours, et ainsi de suite. Et maintenant, avec le recul, je comprends que certainement l'antibiothérapie avait énormément altéré ce qu'on appelle la flore intestinale, qui a une influence qu'on mesure à peine maintenant, qu'on commence à peine à comprendre sur notre cerveau, sur le fonctionnement psychique. Et je pense que là, ça a été le début de la fin, quoi. Donc c'est tout ça qui m'a amené à 33 ans à être dans cet état-là. Et quand j'ai commencé les vidéos, j'étais en train de remonter, mais je n'étais pas encore bien frais. Et je trouve ça intéressant d'ailleurs, parce que comme ça on voit en pratique ce que ça a pu donner, quoi. En temps réel, ouais. Ouais, en temps réel, ouais, carrément. Tu suis les vidéos année après année, c'est pour ça que je les garde, hein. Même si les vidéos du début, elles sont laborieuses, quoi, tu vois, on sent que le mec, je suis pas habitué à la caméra, c'est brouillon, je suis un peu confus, choses comme ça. Mais je trouve que c'est intéressant quand même. Carrément. Et pourquoi tu as décidé de t'expertiser sur le fonctionnement du corps? Ah mais j'ai pas décidé. Hein. C'est comme quand tu as une passion, pourquoi tu décides d'avoir une passion? C'est-à-dire que j'ai mis mon nez là-dedans, j'ai découvert une passion. Voilà, c'est juste comme ça que ça s'est passé. Wow. Ouais, ça m'a passionné. Mais si tu veux, j'ai mis du sens sur des choses qui me dépassaient. Et moi, mettre du sens, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que j'ai dit, mais alors, ce truc-là qui m'était arrivé, ça fait sens avec ça. Si tu veux, j'ai donné du sens à mon histoire. Mon histoire qui me paraissait un peu aléatoire. C'est-à-dire que j'étais tombé malade, je ne savais pas trop pourquoi, je ne comprenais pas les tenants aboutissants. Là, je m'en sortais, mais je ne savais pas non plus pourquoi, tu vois, je ne comprenais pas. Et là, d'un seul coup, j'ai mis énormément de sens là-dessus, et ça m'a passionné. Et puis c'est toujours pareil, tu commences à te passionner pour quelque chose,
à partir du moment où tu communiques, ben, tu commences à te spécialiser de toi-même, tu vois, tu le vois pas venir, mais ça se fait malgré toi, quoi. Et puis tu commences à interagir avec des personnes qui ont la même passion, donc tu passes plus de temps, comme tu passes plus de temps, tu deviens plus compétent, et comme tu es plus compétent, ben, tu vois, c'est une espèce de cercle vertueux, quoi, qui finalement te fait que tu te retrouves quelques années après à être spécialisé un petit peu dans le domaine de la santé, alors que tu l'avais pas cherché particulièrement. Je te dirais que moi, même à la base, ma passion, c'est plus la permaculture que la santé. Ah oui. Ouais, d'ailleurs, actuellement, chaque fois que je râle quand je suis au bureau, je dis toujours, j'ai pas envie d'être devant un ordinateur à faire de l'administratif. Moi, je vais être dehors, en train de mettre en place des systèmes de permaculture, d'autonomie, quoi. Ouais, exactement. Moi, c'est plus l'autonomie générale qui me passionne. La santé, ça s'est imposé à moi, puis. On a au moins ce point commun, tous les deux. Ouais. Ah ouais, non, mais l'autonomie, c'est passion. D'ailleurs, j'ai enseigné la permaculture à un moment quand j'étais plus jeune, puis j'arrête. Ah oui, tu Oui. connais un peu? Ah, j'ai été formé, oui. J'ai suivi des PDC avec les Australiens, Robin Francis et ainsi de suite. Et dans ta jeunesse, ta famille, elle cultivait? Non, pas du tout. J'avais une grand-mère qui était une paysanne, mais c'était pas elle qui cultivait, donc non, on peut pas dire non. Non, c'était pas le cursus normal. On s'est destiné à être prof ou enseignant ou chercheur ou choses comme ça. C'était plus la normalité de la famille. Et la spiritualité dans tout ça? Ah. C'est une petite place? Ou une grande place? Tout dépend ce que tu définis par spiritualité. Tout dépend ce que tu entends par spiritualité. Si tu veux. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'incompréhensible qui nous régit? Ah oui, ça j'en suis persuadé. Je suis fondamentalement croyant. J'ai fui toute forme de religion. Ma dernière tentative m'a laissé trop de blessures. J'ai cru encore une fois avoir trouvé une approche religieuse qui soit suffisamment libre pour laisser la place vraiment à ce que je ressentais à l'intérieur. Et je me suis encore retrouvé dans un dogme qui m'a écrasé. Donc là c'est plus fini. J'ai dit plus jamais. Là maintenant je vis ma spiritualité en moi. Mais oui, bien sûr, je suis croyant, fondamentalement croyant. Tu diras Dieu, tu diras le principe que tu veux, ça n'a pas d'importance, on ne va pas se disputer avec ça. Mais oui, je suis croyant parce que ça s'impose comme une évidence en moi. C'est-à-dire que souvent en fait, moi c'est ma contemplation, quand tu parles de permaculture, de santé, de corps, quand je vois l'harmonie parfaite, l'organisation incroyable, la complexité des mécanismes qui sont en jeu et surtout leur perfection. C'est-à-dire qu'il suffirait d'un moindre hiatus et tout s'écroulerait, quoi. C'est incroyable. À la fois la fragilité et la force de ces systèmes, j'arrive pas à concevoir que ça soit lié au hasard. Tu veux, c'est une question de pari aussi. Une croyance, c'est un pari. Si tu veux, moi, de mon bon sens, me dit, je parie beaucoup plus sur le fait que tout ceci est le fruit d'une construction cohérente par quelque chose qui me dépasse largement, plutôt que le fruit du hasard. Voilà, ça c'est mon choix. Et ça me paraît vraiment évident. Et plus tu observes le corps humain, plus tu en apprends, plus ça te semble évident? Ah oui, bien sûr. Ah bien sûr, le corps humain, mais c'est incroyable. La vie est incroyable. Elle est incroyable à quel point c'est à la fois fragile et fort, adaptatif. C'est hallucinant tout ce qui est prévu dans le corps. Et moi, quand j'ai vu mes enfants se développer aussi, quoi, quand tu pars d'un bébé et que tu te dis ça, un jour ça va être un adulte qui va vivre sa propre vie. Moi, chez mon fils, j'ai eu la chance, quand ma femme a accouché, on n'était que tous les deux, je l'ai reçu dans mes bras, j'ai vu ce petit machin là, tout petit là, qui était complètement dépendant, et que ça va arriver à se construire. Moi, c'est un miracle en tant que tel, auquel on assiste. Donc oui, ma croyance, mais en fait, moi, je crois vraiment profondément à cette vie, à cette source de vie qu'on a à l'intérieur de nous, et qui se répand, et qui nous donne notre statut d'individu, quoi. Et je vais souvent prendre du temps par de la méditation, les chemins par exemple, j'adore marcher sur ces chemins silencieusement, simplement moi c'est ma forme méditative à moi, j'ai du mal à rester assis sur un coussin, je fais des bonds en l'air, donc il vaut mieux que j'aille marcher, je vais marcher comme ça simplement, et je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, et je me rends compte qu'à l'intérieur, il n'y a pas rien, il y a une vie incroyable à l'intérieur, et que souvent même les réponses que j'attendais, tout est à l'intérieur déjà, tout est présent. Donc si c'est ça que tu définis comme de la spiritualité, oui. Oui, 100%. C'est même une part essentielle de mon travail. C'est ce que j'appelle le bon sens, l'intuition, choses comme ça. Je dirais même que souvent, j'ai des intuitions et du bon sens par rapport à mon travail de recherche qui me viennent de cette pratique-là, et qu'ensuite, je vais valider en allant chercher des études, des références scientifiques, parce que si je débarque en disant voilà, c'est comme ça, parce que je l'ai senti ce matin en allant me balader,
il y a des gens pour qui ça passe mal. Tu vois, ça fait un peu vérité révélée de gourou, quoi. Donc je me dis ensuite, je vais aller chercher du matériau scientifique pour étayer cette intuition. Voilà un peu l'idée. La vie, la santé, l'autonomie, mais la santé, bon, pour ce qui me concerne, pour moi c'est un mystère auquel j'arriverai jamais à bout, quoi. C'est impossible, ça n'a pas de sens. On n'arrive pas à bout de ce mystère. On lui tourne autour en cercle concentrique, tu vois, et puis on l'approche. On a un goût qui est de plus en plus présent dans la bouche, mais de là à dire qu'on le comprend parfaitement, moi c'est impossible. Je ne pense pas qu'il y ait quiconque qui comprenne la vie, qui le cerne, mais par contre, voilà, ouais, j'ai vraiment envie de comprendre mieux quels sont les paramètres qui président à la santé, pouvoir le transmettre, pouvoir l'expliciter, pouvoir le vivre, pouvoir le partager, parce que je trouve tellement dommage, quoi, de rencontrer des tas de personnes qui sont complètement bloquées dans leur vie, dans ce qu'ils pourraient accomplir, simplement parce que leur corps ne suit pas, parce que leur psychisme ne suit pas. Je trouve que c'est un gâchis, quoi, en fait. Un vrai gâchis. J'ai la mauvaise impression que ce gâchis est un peu organisé. En tout cas, rien n'est fait pour l'empêcher. Non, rien n'est fait pour l'empêcher. Bah, disons que on a une économie qui prospère sur ce gâchis. Donc c'est pour ça que souvent, toi, tu parles de l'évasion du mouton. Moi, le terme d'évasion, il me parle beaucoup. Parce que je suis alors absolument pas un guerrier contre le système. Tu vois, je ne me bats pas du tout. Parce que ça sert à rien, c'est peine perdue. J'essaye pas de réformer le système non plus. Moi, c'est pour ça que je suis parti loin dans les montagnes. C'était pour vivre la vie dont je rêvais avec les gens qui avaient envie de la vivre avec moi. Et je me bats pas, je perds pas d'énergie à ça, je me focalise sur concentrer mon énergie. Tu peux faire te réfugier et consacrer ton énergie à... Ouais, construire ce en quoi je crois. Et c'est vrai qu'actuellement, je veux dire, il y a globalement, tu vois, quand on parle de santé, il y a globalement conflit d'intérêts. Enfin, je veux dire, toute l'industrie de la santé, entre guillemets, est bâtie sur le médicament et la maladie. S'il n'y a pas de malade et s'il n'y a pas de médicaments, et s'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de fric, quoi. Donc, une politique de prévention pour mettre les gens en santé va clairement en opposition avec ce qui crée toute la masse économique dans le secteur de la santé. Je crois que c'est Michel Houellebecq qui parlait des dentistes en disant que c'était des gens qui passaient leur temps à t'arracher les dents pour se payer des Mercedes. Mais je veux dire, un dentiste n'a pas intérêt à ce que tu aies des dents en bonne santé. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Et j'attends encore des dentistes qui soient vraiment des conseillers en hygiène dentaire, qui soient là pour t'apprendre à préserver tes dents et à faire en sorte que tu les conserves en bon état toute ta vie. Et pareil pour le cœur, pareil pour Ils ne sont pas formés pour ça. Non, ils n'ont pas été formés pour ça, ils n'ont pas... Et c'est malheureux. Alors ça change doucement quand même, il y a de plus en plus de gens qui s'évadent de ce système, de cette espèce de matrice de pensée, et qui vont réellement apporter du conseil, du soin, pour faire en sorte qu'on préserve cette qualité, cette santé, mais c'est pas encore la norme. Dans tes dernières conclusions, tu sembles dire que le cancer n'existe pas, que la maladie n'existe pas. Oui. Tu pourrais développer un petit peu ? Oui, il vaut mieux, parce que souvent c'est repris et caricaturé comme propos en disant mais le mec il est juste stupide, quoi, tu vois, il me dit que la maladie n'existe pas. Ce que je vais expliquer quand je dis que la maladie n'existe pas, c'est que il y a un mot, le mot c'est maladie. Mais derrière ce mot, il y a tout un cortège de croyances, de préconceptions qu'on a. C'est-à-dire maladie, c'est quelque chose de négatif, qui t'arrive, que tu attrapes de l'extérieur, et qu'il faut contrer, qu'il faut supprimer. Mais ça, je dis, tout ce qu'on associe à ce mot n'existe pas. C'est-à-dire que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans le corps, il y a des manifestations symptomatiques, et que ces manifestations symptomatiques, ce sont des indicateurs, et que ce ne sont en aucun cas des problèmes. Et que les considérer comme quelque chose de négatif qu'il faut supprimer, ça c'est une fausse croyance. Donc en ce sens-là, la maladie n'existe pas. On pourrait appeler ça des symptômes, des messages d'alerte, des signaux que nous envoie notre corps. Et déjà, si on dit signal plutôt que maladie, c'est beaucoup moins idéologisé. Parce que maladie c'est négatif, signal, à la limite on peut se dire signal c'est plutôt bienvenu, quoi. Tu vois, dans ta vie, si tu as des signaux qui te disent oh là là, mais là il y a un problème, tu es plutôt content de les avoir. Le simple fait de parler de signaux plutôt que de maladie change tout. C'est pour ça que, alors c'est des techniques de communication aussi. En disant la maladie n'existe pas, le mec il est là, il dit qu'est-ce qu'il dit? Et je me dis, je suscite l'attention en étant un peu provocateur et en venant contrer un petit peu ce qu'on nous impose d'habitude, en disant non, à l'échelle de votre corps, il y a des signaux qui apparaissent tout le long de votre vie, c'est comme des signaux d'alarme. Et ces signaux d'alarme, ils sont là juste pour te dire, attention, il y a quelque chose dans ton mode de développement, dans ton mode de vie, qui ne convient pas, en tout cas qui ne convient pas à ta biologie, à toi, parce qu'on est chacun des ressources, tu vois, on n'est pas tous avec la même biologie, il y en a qui naissent très forts, il y en a d'autres qui naissent plus faibles. Mais là, actuellement, ce que tu vis ne te convient pas. Et d'ailleurs, je ne vais pas te dire
qu'est-ce que c'est qui ne convient pas à moi? Parce qu'il y a des signaux qui apparaissent. Souvent, je dis aux gens, maintenant, il va s'agir de se lancer dans une enquête et d'essayer de comprendre dans votre vie qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est le rythme, vous bossez trop, vous êtes trop en stress, et ainsi de suite? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est, tu vois, on parlait par exemple du manque de lien, par exemple, qui peut être vraiment un facteur de dégradation psychologique extrêmement important? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel tu vis? Tu es entouré de bornes Wi-Fi, puis toi, là, ça ne te réussit pas du tout. Tu vois, arriver à comprendre, ou c'est simplement que tu rêves de vivre une vie, tu rêves de vivre dans ton camion, hein, de te balader, et puis tu es coincé dans une vie qui ne te va pas. Et ça te détruit littéralement de l'intérieur. Mais ces signaux, ils sont plutôt bienvenus. Donc c'est pas une maladie, parce qu'une maladie, c'est quelque chose de négatif. Ces signaux ne sont pas négatifs du tout, au contraire, c'est une chance, c'est une alerte qui va te dire, attention, il faut changer la donne. Il faut changer la donne. Et si on ne veut pas les entendre, si on les contre, ces maladies, entre guillemets, eh bien on rate tout le potentiel, d'une certaine manière. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Et on ne nous apprend pas à écouter notre corps. Non. On nous abreuve d'informations télévisuelles, de pubs, d'excitation. À l'école, on nous apprend à l'histoire, la géographie, mais on n'apprend pas à écouter notre corps. C'est dingue. On n'apprend pas à le comprendre, on n'apprend pas à l'écouter, mais on ne nous apprend pas l'autonomie. Parce qu'une personne autonome, elle ne dépend pas de l'extérieur. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre. Elle ne rapporte pas d'argent. Elle ne rapporte pas d'argent. Dans un système qui est basé sur la fourniture extérieure des besoins de la personne, une personne autonome, c'est le plus grand des dangers. C'est pour ça que souvent, moi, j'ai tendance à dire avec toutes les personnes qui vont manifester dans les rues et tout, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, tu vois, mais souvent je leur dis, attention, ne perdez pas trop d'énergie non plus là-dedans, ne vous épuisez pas dans le militantisme, parce que la vraie force, c'est de ne plus dépendre de ce système. Tu vois, j'en parlais ce matin avec un ami, par exemple, il y a EDF, là, ça fait 3 coups qu'ils montent pour essayer de nous imposer leur compteur Linky. On n'en veut pas. Mais je lui dis, à force, hein, ils vont réussir à nous avoir. Donc là, la seule solution, c'est que dans l'année à venir, on construise notre autonomie énergétique. À ce moment-là, EDF, on n'aura plus besoin. On débranche les fils et on n'entend plus parler. On a résolu le problème en s'affranchissant. Et si tu veux, la liberté, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on va réclamer, comme on va réclamer quelque chose à papa-maman. Non, non, on l'apprend. Mais on l'apprend en prenant toute la charge que ça représente. Par exemple, là, moi, il va falloir qu'on conçoive des panneaux solaires, une éolienne, il va falloir qu'on construise une éolienne et tout. C'est du travail, c'est du budget, c'est du travail, c'est du temps passé à la conception. C'est pas facile dans l'absolu. Par contre, si je veux prétendre à ce que je veux prétendre, c'est-à-dire ne pas être dépendant d'EDF, eh bien, c'est un peu comme quand tu es adolescent et puis que tu dis ah ben je veux me passer de mes parents, mais qu'en même temps ils te filent 500 balles par mois. Si tu veux vraiment te passer de leur pouvoir, ben, tu vas gagner ta thune et tu essayes. Ouais, tu t'affranchis réellement. Tu t'affranchis réellement. Sinon, il faut que tu acceptes ce degré de soumission. Ok, ils te donnent 500 balles, mais peut-être qu'ils vont exiger quelque chose de toi en rapport. Si tu veux pas qu'ils aient ce pouvoir sur toi, ben, tu te débrouilles pour avoir ton argent. Là, c'est un peu pareil. EDF, je ne vais pas manifester contre EDF. Je vais juste faire en sorte d'avoir mon autonomie. Ah, tu vois, ça c'est le chemin classique. D'ailleurs, mes vidéos, je les tourne très très souvent à 500-600 mètres d'ici. Il y a une petite cascade. Et c'est là où je tourne la plupart de mes vidéos. En plus, c'est très pratique parce que comme il y a une cascade, souvent, les gens ne s'en rendent pas compte. Je tourne mes vidéos et pendant ce temps, il y a les enfants qui sont en train de jouer dans la cascade derrière. Donc je les amène avec moi, ils jouent tranquillement et moi je fais ma vidéo. C'est marrant, ça me permet de mêler ma vie pro et ma vie familiale et ça j'adore. Tu les prépares tes vidéos? Un peu? Ça dépend. Ça dépend. Pas beaucoup. Hormis certaines séries sur lesquelles vraiment je sais que je suis attendu et que ça va y avoir de la critique vive. Alors, j'ai fait tout un travail de recherche sur les vaccins, là pour le coup j'ai bossé. J'ai vraiment bossé, là je peux le dire, ça faisait longtemps que je n'avais pas bossé comme ça. Mais sinon je les prépare peu. Je les prépare peu parce qu'en fait je les prépare tout le temps. C'est-à-dire que je baigne là-dedans, je réfléchis là-dessus, je recherche là-dessus. Donc en fait c'est une évidence, c'est un peu comme quand le gars a une passion. Il vit cette passion en permanence, donc il peut démarrer au quart de tour là-dessus, il est prêt à démarrer à tout moment. Voilà, tu me demandes de lancer une conférence sur ce que je fais, j'ai pas besoin de notes, quoi. C'est parti, quoi. Tout ce que tu fais sur ta chaîne, tu kiffes, quoi, c'est toi, oui. Quoi. Ah oui, de toute façon je le ferais pas si je m'éclatais pas. Hein. Pour moi c'est le premier critère. Ah, c'est vraiment le premier critère. Si je prends pas de plaisir, je le fais pas. J'en ai pas besoin. Maintenant, surtout que maintenant j'ai une maison avec ma famille et tout, tu vois, là-haut dans la montagne. J'ai pas besoin, entre guillemets, d'argent pour vivre, quoi. Je peux cultiver mon potager, m'occuper de mes gamins. Donc si je le fais, si je m'impose ça, entre guillemets, c'est parce que je prends du plaisir, que ça fait sens et que ça me nourrit. Vous êtes combien dans le projet? Voilà. À graviter autour du projet, il y a une vingtaine de personnes à peu près sur place. Donc tout ça, c'est des frais? Ouais. Donc d'où la vente de produits sur internet? Alors la vente de produits ça a arrêté ça, tu sais, ça aussi ça fait partie de l'autonomie, c'est marrant, hein. Ça faisait longtemps que ça me titillait. J'ai longtemps cherché un modèle économique. Mon idée moi c'était de fournir des vidéos gratuites.
Le truc, c'est que si je fais des vidéos gratuites, si on répond gratuitement aux gens, aux questions et tout, il y a un moment où bon, il faut que j'aille taffer pour quelqu'un d'autre. Et ça, j'avais pas envie. Donc rapidement, on s'était dit, bon, on fait des vidéos gratuites. Et à côté de ça, quand j'utilise du matériel que j'approuve, eh ben, je fais des contrats de commission avec les boutiques qui le fournissent pour avoir des revenus. Et comme ça, ça permet de payer tous les salaires des gens qui bossent là-dessus. Et puis là encore, le problème c'est que ça va s'assujettisser pas mal aux boutiques. Puis que rapidement, tu vois, tu sens des petites pressions. Ouais, mais tu ne veux pas parler de ce produit-là. Non, en fait, je le sens pas. Ouais, mais d'accord, mais on aimerait bien quand même que tu en parles. Puis tu sens que, voilà, ça impose pas. Mais... Et donc ça, heureusement, ma vidéo sur les vaccins m'a définitivement disqualifié de toute... Il n'y a plus aucune boutique qui voulait de moi, d'une certaine manière. Et ça, c'est super. Et finalement, je me suis retrouvé, alors j'ai traversé un moment un peu difficile parce que je me suis dit, tiens, mais il n'y a plus de revenus, donc le modèle économique que j'avais bâti ne fonctionne pas. Et c'est là où vraiment j'ai décidé, je me suis dit, ok, on va se centrer exactement sur ce que nous savons produire. Et ce que je sais produire, c'est de l'information et de la formation. Donc actuellement, les revenus, c'est formation en ligne, formation sur forme de stage, des choses comme ça. C'est quelque chose que je maîtrise complètement, donc je suis totalement responsable, je ne dépends de personne. Donc je suis dans une démarche d'autonomie, vraiment. Est-ce que les gens qui n'ont pas accès à tes formations et juste à tes vidéos en ligne, ouais, parce qu'ils sont pas trop lésés? Ah non, ils ont tout. Ils ont tout. Non, souvent je trompe pas les gens. Pourquoi payer alors? Pardon? Pourquoi payer pour une formation? Bah, ce que je fais dans une formation, c'est que quand moi je fais mes vidéos en ligne, il y a plus de 1500 vidéos, ça peut être un peu confus, c'est disparate, je reviens sur des sujets, je vais. Quand je fais une formation, j'ai un but. Tu vois là par exemple, je suis en train de terminer une formation qui s'appelle Vieillir en santé pour les personnes âgées. Bon mais là j'ai construit tout un cheminement qui m'a fait construire ça comme une forme logique et qui ramène tout à un contenu qui est facilement accessible. Mais je dis toujours aux gens, si vous ne voulez pas vous payer la formation, vous retroussez les manches, vous prenez mes vidéos et tout ce que je partage, vous allez le retrouver dans les vidéos. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je suis à l'aise avec ça. C'est-à-dire que je me dis, celui qui a vraiment du temps, de l'énergie et qui veut se consacrer à ça, bah, il y a toutes les vidéos gratuites. Et celui qui veut du pré-mâché, être plus accompagné d'une certaine manière, bah, à ce moment-là, moi, ça me demande un travail de préparation en amont. Donc, bah, c'est toujours pareil. Tu sais, dans la nature, il n'y a pas de repas gratuit. Hein. Ça, c'était ce que disait mon enseignante en permaculture. Il n'y a pas de repas gratuit. Donc, moi, j'ai travaillé. Donc, en rapport, la personne me donne une rémunération qui correspond au travail que j'ai effectué pour elle, pour lui faciliter la vie. Tu vois, c'est un donnant-donnant, d'une certaine manière. C'est un échange. Et d'ailleurs, moi, ça m'importe énormément. Tu vois, j'ai eu vraiment beaucoup de mal, longtemps, à monétiser mon travail. Parce que dans les milieux alternatifs, il y a un côté, tu te fais de l'argent, c'est pas cool, quoi, c'est pas bien. Mais en fait, j'ai compris récemment que ma démarche, elle était complètement fausse, en tout cas à mon sens. Au contraire, je suis content de monétiser mon travail parce que, comme je te disais, qu'il y avait tout un pan de notre économie qui était vraiment fondé sur la culture de la maladie, qui prospérait sur la maladie. Je pense que maintenant, il est vraiment temps de fonder une économie qui est basée sur le bien-être, le respect du vivant. Tu vois, moi, payer un agriculteur beaucoup plus qu'actuellement pour qu'il produise de la bonne qualité de nourriture, ça me paraît tout à fait normal. Vraiment valoriser les éco-constructeurs, les gens qui t'apprennent à construire ta propre maison, à faire tes propres vêtements, je sais pas moi, à filer ta laine ou des choses comme ça, mais il faudrait les rémunérer beaucoup plus. Parce que là, au moins, on met notre argent sur une économie qui est vraiment orientée vers le vivant. Et ça me paraît fondamental. En tout cas, moi, c'est la clé auquel je crois. Et c'est le modèle économique que je défends actuellement. C'est dire, ok, on crée de l'argent pour payer les salaires, pour payer les gens qui travaillent et ainsi de suite. Hein. C'est pas pour me payer des Audi 4 roues motrices. Hein. Puis même, j'aurais le droit, si je voulais, ça serait un peu de la connerie, ça serait un peu de l'argent dépensé en vain, mais bon, j'aurais le droit. Mais c'est surtout créer de la valeur économique sur ce qui va dans le sens de la vie et non pas sur ce qui va dans le sens de la mort. Et ça, pour moi, c'est un sacré défi, c'est magnifique. Et tu vois, là, par exemple, ça fait que si ça va comme ça va, j'espère que ça va aller, on est en train de créer une école au village. Alors je mets des gros guillemets parce que c'est, on va dire école alternative, mais pour moi ça ne veut rien dire école alternative. On est en train de manifester un lieu où les enfants puissent être respectés dans leurs besoins fondamentaux pour les apprentissages et où ils pourront s'épanouir de façon libre. On va commencer par une maternelle et une primaire et ensuite je vais faire collège et lycée. Et ça pour moi c'est un projet, ça me transporte quoi. De me dire, je vais essayer de trouver des conditions qui leur permettent vraiment de vivre et de s'épanouir dans les apprentissages, parce que ça pour moi c'est un truc de fou aussi, c'est-à-dire qu'un enfant il apprend de lui-même naturellement, il a envie d'apprendre. Moi je vois mon petit qui a 3 ans, il a qu'une envie, c'est d'apprendre. Et comment est-ce qu'on peut se prendre pour que
arrivé à 12-13 ans, les apprentissages soient une détestation. Enfin, je sais pas comment tu as vécu ça, mais moi à l'école ça a été une catastrophe, Pareil. quoi. Catastrophe complète. Parce que c'était pas fait par le jeu. Ouais, c'était pas fait par le jeu, c'était pas basé sur tes intérêts, c'était pas basé sur la passion, et c'est autant de lois naturelles de l'apprentissage qu'on a complètement oublié. Et puis que on était tout le temps le cul sur une chaise sous des néons, et que ça peut pas marcher. Donc moi j'ai rêvé d'une école dans laquelle les enfants passent au moins la moitié de leur temps dehors, dans la forêt, à expérimenter, à vivre, à créer de la coopération et non pas de la compétition, parce que pour le monde qui vient, ben je pense que les valeurs qui sont transmises à côté en ce moment à l'école, ben, elles sont complètement à côté de la plaque. Elles marchent pas. Pour moi, on forme les enfants pour un modèle qui est en train de mourir. Donc pour moi, il faut pas perdre de temps avec ça. Il faut les former pour un modèle qui arrive, un modèle qui est basé sur l'autonomie, sur la coopération, sur l'entraide et sur la vie et sur le vivant. Bon, ben, tu vois, ça c'est autant de projets. On fait ça au village. Je suis en train aussi de construire une ferme au village, tu vois, pour arriver à subvenir aux besoins de toute la population du village, en produisant notre nourriture nous-mêmes, pour créer une autonomie villageoise d'une certaine manière. Et ça, c'est le rêve. Tu vois, mon rêve absolu, moi, ça serait d'avoir des agriculteurs villageois. C'est-à-dire des gens qui sont là, ils sont payés, ils savent qu'ils ont largement de quoi vivre, tu vois, ils sont bien payés, et ils produisent de la nourriture gratuite pour tout le village. Et ça, pour moi, tu vois, on revient à une espèce de modèle soviétique, je suis désolé, ça va faire un peu rigoler du monde, hein, mais moi, ça serait mon idéal, c'est-à-dire que les besoins fondamentaux, eh bien, ils soient assurés à tous de manière équitable. Que tout le monde ait à manger, que tout le monde ait un toit de qualité, que tout le monde ait des vêtements de qualité. Après, le surplus, les tablettes, les écrans et tout, qu'il y en a qui en ait, qu'il y en ait qui en ait pas, bon, ça, c'est du superflu. Mais que le fondamental soit assuré à chacun et de qualité, ça, pour moi, c'est primordial, vraiment primordial. Est-ce que tu es conscient que l'étiquette gourou va devenir plus grosse avec ce projet d'école? Oui. Comment tu veux le prendre? Oh ben... T'assumes? Ben oui, mais bien sûr, de toute façon... ne me dis pas que toi tu passes pas pour un bizarre, quoi. Je veux dire, on est toujours le bizarre de quelqu'un, hein. Tu sais, j'ai vécu un vrai moment de crise la première fois où il y a eu un article un peu dur et calomnieux qui a été fait contre moi, entre guillemets. C'était en 2014, je me souviens, c'est rue 89. Il y a un gars là qui s'appelait Thibaut, je sais pas, il a du mal digérer une carotte ou je sais pas quoi, mais tu vois, il a écrit un article et puis c'était gourou sectaire qui s'en met plein les poches et tout ce que tu veux. Et sur le coup, bah, comme tout le monde, quoi, j'étais hors de moi, je voulais rétablir la vérité, je voulais qu'on me fasse justice, je voulais que la vérité éclate et ainsi de suite. Et ça m'a pris la tête, et ça m'a pompé toute mon énergie. À tel point même que j'arrivais même plus à faire des vidéos. Et là, je me souviens, il y a ma femme qui m'a encadré un soir, elle m'a dit, écoute là mon coco, des articles comme ça, il va y en avoir 10 000. Hein, enfin, faut t'y préparer, quoi. Donc de deux choses l'une, soit tu apprends à t'en foutre complètement et à vraiment continuer à rester focalisé sur ton travail et à nous assurer une vie de famille agréable, soit si ça te met dans ces états, t'arrêtes tout de suite. Parce que moi, je me suis pas marié avec toi pour vivre ça. Et elle avait parfaitement raison, parce qu'en fait, je me rends compte que tous ces trucs-là, ce sont des diversions. C'est-à-dire que mon énergie, soit je la passe à défendre mon image, soit je la passe à investir dans ce en quoi je crois, cette école, ces vidéos et ainsi de suite. Et donc depuis l'histoire du gourou et tout, je rigole quoi. Chaque fois qu'on me sort un truc de gourou, en plus je vais te dire, j'ai mesuré en pratique que chaque article qui était écrit sur moi, même calomnieux, faisait que j'avais plus de visibilité, que finalement les gens découvraient le message. Donc moi je remercie les journaux. Tu vois, encore hier, il y a une émission sur M6, c'est marrant. Tu vois, ils étaient venus ici pour me parler du jeûne. Au final, ils ont fait un truc un peu à charge. Mais ce matin, sur la boîte mail, on avait une quarantaine de messages de gens qui disaient « Ah, on vous connaissait pas, on vous a découvert sur M6 ». Donc je me dis, finalement, les gens quand même, ils sont pas benés du tout. Même si l'emprise médiatique a été très forte, je crois que les nouveaux médias, YouTube et ainsi de suite, montrent aux gens à quel point la télé en ce moment est en perte de vitesse, vraiment. Et c'est un ancien modèle aussi qui est en train de se casser la gueule. Ce qui marche, c'est des... Tu vois, moi je trouve ça génial. Toi, tu te lances, tu as ta chaîne YouTube, tu as du matériel, mais t'as pas investi des dizaines de milliers d'euros pour avoir du matériel. Et là, tu produis du contenu, donc tu es le seul responsable. T'as pas de censure là-dessus et tout. Enfin, moi je trouve ça génial. Fantastique. Je suis pas un pro-technologie, mais franchement, merci à Internet quoi, pour ce truc-là, parce que vraiment, ça permet. T'as un truc à dire, si ça a du sens, t'as le droit de t'exprimer. T'es pas obligé de passer par des étapes, tu vois, où tu te fais valider par les grands pontes et ainsi de suite. Non, t'as un truc à dire. Si c'est mauvais, t'as personne qui te regardera. Si c'est bon, tu seras validé par le simple fait que les gens sont intéressés par ton propos. Ça, je trouve que c'est vraiment démocratique, c'est vraiment enthousiasmant. Vraiment très enthousiasmant pour moi. Ouais, je trouve aussi. Donc oui, je serai un gourou, je serai longtemps un gourou, certainement. Après, ça changera. Hein. C'est quoi la définition de gourou? C'est pas celui que les gens aiment suivre? Oui, c'est ça.
C'est ça. Mais en même temps, tu vois, c'est marrant cette histoire de gourou, parce que souvent on me dit, ouais, mais alors tu parles avec l'autorité, tu es un gourou. Moi, ce que je rétorque à ces gens-là, je dis, mais rendez-vous compte que depuis notre enfance, nous avons été formés comme des gouroutisés. C'est-à-dire qu'on nous a appris à l'école à obéir à un enseignant, on nous a appris à fermer notre bouche, à rester assis. Enfin, je veux dire, ne va pas me reprocher à moi ce que toi, par ton système, tu as généré, quoi. On nous a appris à être serviles et obéissants. Alors après, c'est clair que je parle avec conviction, je parle avec passion. Mais je suis censé aussi parler à des gens qui ont un libre arbitre, qui ont une intelligence et qui savent prendre mes propos et les interpréter aussi dans leur cadre de vie à eux et ne pas rentrer en religion, mais plutôt prendre cette information et se dire ok, moi ça me parle, ça me parle pas, ou ça me parle, je vais expérimenter. Puis l'expérimentation leur dit ok c'est pour moi ou ok c'est pas pour moi. Enfin tu vois, je veux dire, t'es pas censé partir comme ça de façon complètement idéologique. Donc ouais, non, ça m'inquiète pas plus que ça. Je trouve ça rigolo même. Gourou, le grand méchant. De toute façon, il y a deux façons qu'on parle de toi. Hein. Soit tu es super aimé par les médias, mais à ce moment-là, il y a des grands risques quand même que tu aies vendu ton âme au diable, soit tu es super détesté. Donc, moi, vu que je me disais, j'ai pas envie d'être super aimé parce que ça me coûtera trop cher, je me dis, si je suis super détesté, si je suis un super vilain, c'est pas mal aussi. Ça me plaît bien le rôle de super vilain, tu sais, le Joker, quoi, dans Batman. J'ai toujours aimé le Joker, il est toujours sympa. Tu remarqueras d'ailleurs que dans Batman, le Joker est souvent plus sympathique que Batman. Plus disjoncté, mais plus sympathique. Donc on aime bien ces mauvais rôles. On arrive dans l'endroit où je filme mes vidéos. Cool. La Mecque, qui est un endroit en plus très particulier. Donc il va de soi que après cette interview, je te couperai la langue, je te crèverai les yeux et je prendrai ta carte SD, parce que c'est aussi l'endroit où pousse l'ail des ours. Je ne sais pas si tu connais cette plante sauvage. Ouais. C'est une plante qui est pour moi extraordinaire. Et au printemps, on a des champs entiers dans la montagne d'ail des ours. C'est trop bon. Ah ouais, voilà. Mais bon. Je me fais des pestos d'ail des ours. Voilà, exactement. Il va de soi qu'on ne partage pas ce genre d'endroit, donc le fait que tu y aies accès, ça te condamne d'office. Non mais voilà, c'est un endroit où j'aime bien filmer, et ça fait même une vasque, c'est là-bas, souvent le matin, je vais courir avec la chienne, au petit matin, et je vais jusque là-bas, je me prends un bain froid dans l'eau, et puis je repars, je rentre à la maison. C'est ma petite routine du matin pour me... Mettre bien. Ouais, pour me mettre bien, puis pour vraiment reprendre contact avec le monde réel, tu vois. Pas tout de suite partir sur les écrans, les mails, les choses à faire, l'administratif, les il faut pas. Là, je pars avec la chienne, on va s'amuser un petit peu, et puis voilà. Je contemple la montagne, je vois comment les feuilles ont évolué, je croise quelques chevreuils, quelques sangliers, des trucs comme ça, on en a beaucoup par ici. Et voilà, ça me remet dans la réalité de ce monde, quoi. Et ça permet d'ailleurs de relativiser, tu vois, tout ce que tu disais, le côté gourou et les choses comme ça. Se dire tout ça, c'est de la mousse médiatique d'une certaine manière. Mais au final, la vie, mes enfants, mon épouse, les copains, ce qu'on développe ici, ça n'a aucune influence sur ça. Ça n'aura de l'influence que si je veux lui en donner. C'est-à-dire que si je me mets dans tous mes états à cause de ces articles, à cause de ces trucs-là, alors oui, ça aura de l'influence. Donc en fait, ça permet vraiment de réfléchir à se dire, finalement, les gens ont le pouvoir sur nous qu'on veut bien leur donner. Ça, c'est énorme. Ça, moi, ça a été une révélation pour moi. C'est-à-dire que ce qui est extérieur n'a de pouvoir sur moi qu'à la hauteur de ce que je veux lui accorder. C'est moi qui ai le curseur. C'est mon niveau de croyance, c'est mon niveau d'assujettissement. Si je crois que ce n'est pas possible, eh bien, effectivement, ça ne sera pas possible parce que je ne mettrai pas en œuvre ce qu'il faut pour le réaliser. Et ça m'a vraiment bien libéré de pas mal de choses. Et c'est ce qui fait que maintenant, j'aime beaucoup les journalistes. D'ailleurs, ils me font souvent bien rigoler avec leurs articles. Tu vois, quand ils parlent de moi et que je vois... Puis ils s'expriment, c'est la vertu personnifiée, tu vois, d'une certaine manière, tu vois. Ah, ça c'est beau, c'est émouvant même des fois, ça barrage des larmes tellement c'est émouvant. Et là, tu vois, là, tu es dans la forêt. Là, c'est ici qu'on fait notre bois, par exemple, tu vois. Ça, c'est une des tâches quotidiennes que j'aime énormément, enfin quotidiennes. On y va pas tous les jours, hein, mais à les couper, il y a énormément de châtaigniers, de hêtres qui sont morts, tu sais, sur pied. Donc c'est du bois sec. Et nous, on nettoie la forêt avec les amis, on se fait notre bois de chauffage. Ça, pour moi, c'est un truc, c'est coopératif, c'est physique, donc tu te donnes physiquement. Et en même temps, faut être très attentif, tu vois, quand tu coupes, pour faire tomber l'arbre au bon endroit, et ainsi de suite. Donc ça demande de l'effort intellectuel, de l'effort physique, de la coopération. Ah, j'aime ça. Il faut avoir des bons outils, bien affûtés, enfin, ça, c'est parmi les choses que j'aime le plus. C'est utile, tu soulèves pas de la fonte. Ah non, je soulève pas de la fonte, c'est utile, c'est tout à fait. Tu vois, au petit matin, quand je sais qu'on va aller couper du bois, j'aiguise ma tronçonneuse, j'aiguise la lame avec ma lime. Donc j'ai un ami qui m'a appris comment avoir le bon angle et ainsi de suite. Je vérifie que tous les pleins sont faits et tout. Et puis bon, bientôt j'espère pouvoir le faire, non pas à la tronçonneuse, mais à la scie à double, à deux quoi. Et donc plus avoir ce bruit de tronçonneuse, enfin voilà,
toute une évolution, mais ça, pour moi, c'est jubilatoire. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas faire ce que je fais sur Internet s'il n'y avait pas à côté de ça tous ces moments incroyables de faire ensemble, d'être dans la nature et ainsi de suite. Je ne tiendrai pas la pression, je ne tiendrai pas, parce qu'il y a beaucoup de pression, je ne tiendrai pas tout ça. Moi, vraiment, rien que quand je vais me faire une vidéo ici, par exemple, je pars souvent à pied de la maison, et donc pendant 30-35 minutes, le temps de monter, tu vois, je porte mon matériel. Ben, tout ça, c'est un peu le laps de temps qui me permet de vraiment rentrer dans l'état adéquat pour faire une bonne vidéo pour les gens, tu vois, parce que je me dis, ce que je vais te transmettre, ça va ressortir à la caméra. Donc, je m'efforce que ça sorte bien, quoi, que ça soit de la bienveillance, de la joie, de la motivation, de l'espérance. Je me dis peut-être que la personne qui regarde cette vidéo, et ça m'est déjà arrivé, il y a des personnes qui m'ont dit, on a regardé une de tes vidéos à un moment où on était vraiment désespérés, et vraiment ça a pu changer, ça a pu faire un déclic en nous. Donc chaque fois j'essaie de me dire, si tu le fais que pour une seule personne, pense à cette personne pour qui ça va vraiment faire un déclic et à qui ça va donner une motivation incroyable pour reprendre sa vie en main, s'émanciper, s'évader, s'évader d'un système, d'un mode de pensée, d'une espèce de prison qu'elle s'était elle-même construite et qui la conduisait à être en atrophie, tu vois, en dégradation de santé. Et ça, savoir que je le fais rien que pour une personne. C'est pour ça, souvent dans la vidéo, je tutoie les gens, parce qu'en fait, dans ma tête, je parle à une personne, je parle à des tas de personnes, mais je parle aussi à une personne. Et cette personne-là, je veux vraiment être dans le meilleur état d'être pour que ça puisse avoir un impact pour elle. Tu vois, et ça, c'est juste génial. Comme il y a pu y avoir des gens qui, dans mon parcours, ont pu me parler, me donner des mots qui m'ont vraiment libéré à certains moments. Et ça, voilà, ça c'est ma passion et c'est ma joie. Là, tu vois, on rentre dans l'antre de l'ail des ours. Là, tu vois, au printemps, là, si tu te promènes par là, tu vas voir des tas de petites feuilles oblongues, là. Et là, c'est tapis d'ail des ours. Là, tu vois, la chienne, elle reconnaît aussi. Pépite, viens aquí. Et voilà ma petite cascade. Petite, hein, on est en Catalogne, donc c'est pas les grandes cascades des Alpes, hein, faut pas rigoler. C'est une cascadette catalane. Là encore, il y a beaucoup de feuilles. La chaîne est plus belle ici. Et moi j'ai ma baignoire, c'est juste le deuxième ressaut. Là. Tu vois, ça fait un petit ressaut. Tu montes la première cascade et là en haut, là, ça fait une petite baignoire que je me suis dégagée. Comme ça, il n'y a personne qui me voit. Tranquille. Ouais, tranquille. Et là, c'est le roi du monde. Ouais, attention. Danger, ouais. Pépite. Je me pose ici, puis les gens qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, ils reconnaîtront le cadre. Il y a la caméra qui vient comme ça. Et j'aime bien parce que le mouvement de l'eau qui est derrière la vidéo, ça permet aussi de ne pas attirer trop l'attention sur moi. Tu vois, c'est un côté un peu hypnotique et je me dis les gens écoutent et puis ils voient l'eau couler et ça, je trouve que c'est très apaisant. En tout cas, moi, ça m'apaise énormément. Et là, si tu continues cette piste, celle-là, ben, tu en as pour des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres hein, avant de rencontrer un petit hameau. Il y a 2-3 personnes qui vivent encore. Et puis tu es dans la montagne. Et cette vastitude, tu vois, le regard qui porte loin, la tranquillité, le silence, la quiétude, pour moi c'est fondamental. Vraiment fondamental. Et je pense que c'est fondamental pour tout le monde. Hein. Il y a une ambiance ici de ouf. Ah, elle est belle cet endroit, il y a quelque chose. Hein. Ça fait toute une voûte comme ça et t'es pris, ouais, c'est très vatriciel. Ouais. Ah, je suis bien ici. Pépite.